Vendredi le 20 février, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors je vous rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, qu'au début de ce mois justement, on a eu l'occasion de parler de cette fameuse journée nationale pour la prévention des suicides au Québec. Et nous avons également été choqués par ce nombre assez inquiétant d'apprendre qu'au Québec, c'est entre 3 et 4 personnes qui s'enlèvent la vie par jour. Et nous avons aussi compris que les statistiques sur le suicide ont cessé d'être révélées depuis le 2012. Autrement dit, il n'y a rien à gagner de dévoiler ces statistiques alarmantes, puisque apparemment les choses ne s'améliorent pas du tout au Québec. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une situation semblable? C'est simple, on parle de moins en moins, c'est la politique du silence qui reprend le dessus. On couvre le minimum possible cette journée dite nationale de prévention des suicides. Alors, la catastrophe l'oblige. Mais jamais, je dis bien jamais, on abordera les raisons qui ont poussé des centaines de personnes à se suicider chaque année au Québec. Le nombre, justement, est effrayant, 3 à 4 personnes par jour qui s'enlèvent la vie au Québec. Alors, au début de ce mois aussi, nous avons, soi-disant, célébré la 25e semaine nationale des préventions des suicides et la presse canadienne a pris le soin, je dis bien, a pris le soin de souligner dans un petit coin, un petit peu perdu dans le journal de la presse en particulier, mais il s'agit d'un petit paragraphe, je dis bien un petit paragraphe. On peut facilement apercevoir que ce paragraphe était forcé d'être là, mais avec l'idée, surtout, avec cette idée-là, de le faire passer inaperçu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre, je dis bien, on ne peut pas mettre à la première page un titre comme celui-ci, 3 à 4 personnes se suicident par jour au Québec. Alors, malgré que c'est une vérité incontestable, une vérité qui cache bien une vie de misère pour ces personnes qui n'ont pas eu d'autre choix, malheureusement, que celui de s'effacer de notre monde, un monde un peu hypocrite, des personnes qui ont préféré de se détruire définitivement à force d'être détruites à petit feu. Mais qu'est-ce que vous voulez, chères auditrices, chers auditeurs? Le suicide n'est jamais un choix, mais plutôt la quête d'un soulagement ou plutôt la fin d'une douleur atroce qui ne veut pas finir. Alors j'ai dit bien, depuis 2012, on ne révèle plus les statistiques du suicide au Québec. Le gouvernement a décidé de mettre tout ça dans un fichier hautement confidentiel parce que les chiffres, justement, le font rougir et le problème s'aggrave davantage au point d'aller préférer abandonner le tout, je dis bien le tout pour le tout. Alors, je répète, minimum 3 suicides par jour au Québec. Chaque année, on faisait le calcul, mais depuis 2012, la machine a cessé de compter. Ça devient même dangereux de faire ce calcul. C'est un nombre impressionnant. L'État n'a plus les moyens pour s'aventurer dans cette enquête. Elle risque de se retrouver sur le banc des accusés. 3 à 4 personnes qui s'enlèvent la vie chaque jour au Québec. Apparemment, nous avons un vrai problème dans notre société. Il s'agit quand même d'un chiffre qui a été enregistré et confirmé par les spécialistes à travers le Québec. Puis, d'une journée à l'autre, on reçoit l'ordre de ne plus refaire ce calcul. Le nombre de personnes qui s'enlèvent la vie devient moins important maintenant pour le gouvernement. Le problème le dépasse, même s'il s'agit d'une catastrophe. Et je dis bien une catastrophe. On cesse, et de manière systématique, d'informer la population sur le nombre de personnes qui s'enlèvent la vie chaque jour à travers le Québec. Si vous voulez, c'est devenu un tabou. Voilà, donc un vrai tabou. Si les médias avancent et avec précaution ce chiffre de 3 à 4 personnes qui s'enlèvent la vie chaque jour au Québec, c'est vraiment courageux de leur part. Même, ils le font en cachette ou presque. Réponse de l'autorité, il ne faut pas alarmer le public. Voilà, good. Maintenant, bien sûr, rien de surprenant de constater que dans ces statistiques, le risque de se suicider est 4 fois plus élevé chez les hommes que les femmes. Un chiffre à retenir. Maintenant, une journée par année qui nous fait, soi-disant, penser que nous vivons dans une société où 3 à 4 personnes s'enlèvent la vie par jour, une journée qui passe inaperçue, où justement les organismes qui œuvrent dans ce milieu ne trouvent pas un journal ou un poste de télé pour s'exprimer de la problématique des suicides au Québec.
Le mot d'ordre, chère auditrice, chers auditeurs, de notre gouvernement, il ne faut surtout pas parler de ce phénomène. C'est le top secret, un phénomène qui s'échappe à toute surveillance. Le nombre ne recule pas non plus. Au contraire, il se gonfle, il fait peur, il s'explose à répétition. Imaginez-vous, chères auditrices, chers auditeurs, 3 à 4 personnes qui s'enlèvent la vie par jour, au Québec. Et personne, j'ai dit bien, et personne ne veut parler de ce sujet. Nulle part dans les tant de brochures distribuées aux nouveaux immigrants, il y a mention de cette information. Et pourtant, c'est une information assez importante. On parle environ de plus de 1400 personnes chaque année qui s'enlèvent la vie au Québec. Les nouveaux immigrants devront connaître cette réalité. 30 000, par exemple, de sans-abri au Québec. 20% de la population souffre de troubles sentimentaux, de la dépression. Les nouveaux immigrants devront comprendre qu'on arrive au Québec, les chances de finir par se suicider, je dis bien les chances de finir par se suicider, se retrouver avec un statut de sans-abri ou être même atteint de grande dépression ne sont pas exclus dans leur nouvelle vie. Il ne faut surtout pas les surprendre avec les mensonges. Mais si la presse canadienne, chère auditrice, chers auditeurs, l'annonce en petit caractère, 3 personnes s'enlèvent la vie par jour au Québec, elle n'a pas osé de nous dire les vrais chiffres. Peut-être même il s'agit de 4 ou bien 5, on ne sait pas. Mais ceci par prudence, mais il faut se rendre à l'évidence que cette réalité donne froid au dos. Alors ce n'est pas vrai que le Québec est la terre promise ou l'île d'Arado. Le Québec est aussi la terre du suicide. Le Québec est aussi la terre des sans-abri. Le Québec est aussi la terre de l'injustice. Le Québec aussi, c'est la terre de l'inégalité, la terre de l'ignorance, et j'en passe. De l'ignorance, pourquoi? Parce que tout simplement, la plupart des gens ne posent pas de questions. 3 à 4 personnes qui s'enlèvent la vie par jour et personne n'a demandé pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans cette société? Pourquoi 3 à 4 personnes s'enlèvent la vie par jour? Dans quel genre de société nous vivons? Une société où un nombre de citoyens chaque année se voit être réduit au silence sans que personne ne prenne la peine de chercher les vraies causes derrière ce suicide. Chères auditrices, chers auditeurs, une journée nationale de prévention du suicide, on a bien compris, mais combien justement de jours, combien de semaines devons-nous consacrer pour comprendre le phénomène des suicides au Québec? Pourquoi aussi ce nombre effrayant d'individus qui se suicident chaque jour sans que notre conscience se sont interpellés par cette tragédie du siècle? On parle d'une catastrophe à l'échelle nationale. Peut-être il faut attendre que ce nombre se gonfle et se multiplie davantage pour que le gouvernement se souciera réellement d'un tel phénomène. Il faut que le suicide devienne comme la peste. Chaque jour, des dizaines de personnes se suicideront là et encore. Peut-être que le gouvernement trouvera des explications pour détourner le regard vers d'autres destinées. Peut-être, je dis bien peut-être, en allant derrière cette veine en profondeur, on arrivera à mieux identifier le mal de tête de cette société. Et je ne dis pas que c'est un phénomène qui se règle du jour au lendemain, c'est pas vrai. Mais je dis une vraie prise de conscience, une volonté de saisir réellement le fond de ce phénomène, qui traîne d'ailleurs depuis longtemps, devient aussi une priorité à ne pas négliger. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, le suicide est un indice coureur de la chute d'une société avec toutes ses institutions. À un moment donné, il faut comprendre que les gens ne peuvent plus faire face à l'injustice dans toutes ses formes. À tous les niveaux, économique, social, justice, santé, et j'en passe. Mais les sociétés, alors que les citoyens ne sont pas des chiffres, chers auditeurs. C'est des humains qui ont des droits et des devoirs dans leur société. Et sur celles et ceux qui sont désignés d'être responsables que la responsabilité tombe finalement. L'autre jour, chères auditrices, chers auditeurs, je suis allé visiter un patient à l'hôpital et imaginez-vous, au couloir, j'ai croisé 2 proposés qui poussaient devant eux une civière. Alors un en avant et le second, il était, si je me souviens bien, il était resté à côté de la civière et les 2 proposés, ils jasaient en souriant mais totalement détachés de la personne qui se trouvait allongée sur la civière. Et elle avait le visage couvert par un drap bleu et elle était proportionnellement grande de taille, ce qui a fait que ses pieds n'ont pas pu être couverts par le drap de l'hôpital. Et j'ai rapidement compris que la personne
était morte, c'est une personne qui a décédé, et que les deux proposés la conduisaient probablement à la morgue. D'habitude, pour transporter un mort de son lit d'hôpital à la morgue, il le glisse dans une combinaison un peu rigide qui se ferme totalement sur le corps, mais cette fois, je ne comprenais pas pourquoi transporter cette morte dans ces conditions et peut-être aussi avec cette manière un peu étrange. Bref, le plus important de tout ça, c'est d'être témoin de l'indifférence, sûrement inconsciente de ces deux proposés de l'hôpital envers, disons, le corps de cette dame, parce qu'il s'agissait bel et bien du corps d'une femme. Et je n'ai jamais pu me débarrasser de cette image. Je me suis dit, en sortant de l'hôpital, apparemment, il y a un manque de respect démesuré envers cette dame qui venait de mourir. C'était un sentiment étrange qui m'a traversé. Il me semblait que le rire n'était pas approprié dans ce rapport. Il n'est pas aussi... Parler, justement, du cinéma n'était pas nécessairement également dans ce contexte. Bref, plein de choses qui m'ont traversé, incluant que mon corps transporté peut-être un jour par ces individus, permettez-moi de dire un peu con, j'espère bien que je ne me trompe pas. Alors, tout ça pour dire que nous vivons dans une société où l'indifférence est présente partout. Que l'individu aussi ne veut pas grand-chose. Voilà pourquoi on se permet de l'ignorer, de l'écraser, de le broyer sans sentiment aucun. Savez-vous pourquoi nous sommes rendus à ce triste constat d'ignorer l'existence d'une personne et son poids social, l'ignorer d'une manière un peu troublante? C'est parce que nous sommes devenus égoïstes. Nous avons fait tomber ce mur qui nous protégeait autrefois et nous sommes livrés à un système aveugle qui a de la difficulté à se retrouver lui-même. Nous sommes malheureusement détachés l'un de l'autre et notre force, je dis bien notre force qui résidait autrefois dans notre solidarité, elle s'est évaporée et de là, nous sommes devenus des proies faciles pour être humiliés devant toutes les injustices, humiliés devant toutes les injustices qui nous frappent sans qu'on puisse se défendre, sans qu'on puisse repousser ces injustices. Chers auditrices, chers auditeurs, 3 à 4 personnes qui s'enlèvent la vie par jour au Québec. Si ce n'est pas un membre de votre famille, votre tour viendra. C'est un cercle vicieux qui tourne et nous sommes tous emprisonnés de ce cercle. Chères auditrices, chers auditeurs, quand vous apprenez qu'il y a 3 à 4 personnes qui s'enlèvent la vie chaque jour au Québec, vous devrez se questionner sur ce phénomène parce que vous vivez dans son plein centre. Vous ne devrez pas être indifférent et la solidarité est une force, une valeur que vous devrez approprier de nouveau. Voilà. C'était une petite fenêtre sur des confidences que je voulais partager avec vous ce matin et je l'ai bien fait brièvement. Alors, pour ce matin, j'avais prévu justement de vous parler de ce fameux projet de loi, le C-51, un projet de loi soi-disant antiterroriste déposé par le gouvernement Harper qui, selon plusieurs spécialistes, brime les droits et les libertés des citoyens. Vous savez comme moi que lors des attentats du 11 septembre 2001, le Canada avait adopté des lois très sévères justement pour contrer la menace du terrorisme et les ajouts proposés par ce gouvernement majoritaire à Ottawa sont jugés trop abusifs et inexplicables. Imaginez-vous, chers auditrices, chers auditeurs, si je décroche mon téléphone et je raconte un mensonge à votre propos, vous serez emprisonné, humilié sans la moindre preuve. Et même s'il découvre que j'ai raconté un pire mensonge, la nouvelle loi me protège pareil. Bref, c'est un sujet intéressant, mais vu que mon invité n'a pas pu se rendre ce matin, nous allons essayer de reprendre ce sujet une autre fois. Maintenant, restons avec la solidarité face à l'injustice. Je vais tenter de rejoindre une dame, elle aussi, qu'elle a souhaité de participer dans cette émission ce matin. Alors, cette dame-là, qui a souhaité partager justement avec vous un nouveau épisode de l'injustice au Québec, elle s'appelle Madame Hélène Sénéchal. J'attends toujours, elle m'a pas rappelé encore. Elle est un peu coincée dans les Laurentides, même si elle habite dans cet endroit. Vous allez voir comment elle s'est retrouvée quasiment prisonnière après avoir perdu le droit de conduire. Une drôle d'histoire parce qu'elle commence par un abus de pouvoir qui va pousser les choses un peu loin. La femme qu'on va tenter de la rejoindre, elle est totalement
complètement révoltée contre le système et elle ne trouve pas de l'aide malgré plusieurs tentatives. Voilà. Alors je vous invite, chers auditrices, chers auditeurs, de demeurer à l'écoute. Je ne suis pas tout à fait certain que j'arrive à rejoindre la dame, ou je vais essayer quand même, je vais tenter. Alors après notre thème musical, le cas de cette victime qui va témoigner ce matin nous montrera clairement comment les citoyens peuvent se trouver victimes d'un système qui échappe à tout contrôle, comment les victimes peuvent descendre en douceur dans l'enfer de notre société sans que personne, je dis bien, sans que personne ne s'aperçoit et encore moins d'entendre les gémissements de la victime. Alors voilà, au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Et alors pour celles et ceux qui veulent participer à cette émission, nous vous invitons de communiquer avec nous au 514-273-4302. Alors c'est le numéro du bureau de MAJ, du mouvement Action Justice. Alors vous pouvez communiquer avec nous tous les jours de la semaine, 514-273-4302, ou bien nous écrire à info@maj-québec.com. Alors je répète aussi, nous sommes toujours fait des tentatives, mon technicien fait des tentatives pour arriver à rejoindre la victime, la dame qui a souhaité participer avec nous ce matin. Espérons la rejoindre. Alors sur ça, je vous dis, je vous demande de rester, demeurer à l'écoute. L'émission se poursuivra après quelques instants. Merci, au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir, les injustices dans notre société contemporaine. Et nous avons tenté de rejoindre la dame en question, mais on n'arrive pas à la rejoindre. Mais allô? Oui. Oui. Alors nous avons quelqu'un qui connaît cette dame-là. Monsieur, votre nom c'est Mon nom, c'est Gilles Simoneau. Gilles Simoneau. Bonjour, monsieur Simoneau. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là parce que la dame, pourtant, elle m'a parlé le matin, elle m'a parlé hier le soir, elle insistait pour qu'elle participe dans cette émission-là pour dénoncer et partager avec le public un petit peu qu'est-ce qui lui était arrivé. Vous la connaissez un petit peu, cette dame-là? Ben moi, je la connais comme ça. Je l'ai rencontrée sur la rue. Elle a demandé de l'aide, puis je l'ai rencontrée sur la rue comme ça. Et puis... Cette dame-là, monsieur Simoneau, elle demande de l'aide et tout. Elle dit qu'elle était isolée. Elle explique, elle m'a bien expliqué comme quoi c'est un petit peu bizarre, hein, parce qu'elle a déposé sa voiture pour une contravention, parce qu'elle avait stationné sa voiture dans l'endroit où il fallait pas qu'elle le met, parce que sa voiture était défectueuse. Et suite à ça, les problèmes sont accumulés pour à la fin, elle a perdu son permis de conduire, et elle a plus de voiture et elle habite dans le bois, hein. Elle habite complètement, elle est dans le bois, c'est ça? Oui, elle reste en campagne dans le bois. Elle reste en campagne et elle n'arrive pas à se déplacer de là-bas. Et elle a demandé de l'aide à tout le monde. Vous, est-ce que vous avez essayé de l'aider, cette femme-là? Ben moi, je l'ai aidé du mieux que je pouvais, puisque entre-temps, j'ai eu une suspension de permis. Moi aussi, ça fait que j'étais obligé de rester chez nous en Escousse. Mais là, mon permis est correct. Ouais. Et puis... Et ça, monsieur Simoneau, savez-vous pourquoi ils l'ont enlevé son permis de conduire? C'est ça, c'est l'accumulation de l'infraction qu'elle a fait? Non, mais je crois que c'est à cause de ces infractions-là, elle a essayé de les contester. OK. Et puis, d'après ce que j'ai entendu que m'aurait dit, c'est que le juge n'a pas pu donner de verdict. Il a dit, pareil, un petit gars de Renault Dépôt, c'est pas mon département. Puis, c'est un petit peu bizarre. Ils ont donné du temps pour payer le ticket, une chose que je ne sais pas si elle est capable de faire. Et puis, là, apparemment, elle aurait perdu sa voiture. Mais monsieur Simon, le problème, c'est que cette femme-là, en le coupant de la voiture, elle est coupée du monde, hein. Elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas sortir. Elle est coupée du monde, elle ne peut pas se déplacer, à moins que quelqu'un y aille l'aider. Et puis, elle avait des travaux communautaires à faire, puis à cause je sais pas, elle avait eu un accident, à cause de son accident, elle a de la misère avec ses mains, et puis elle n'a pas été capable de continuer les travaux communautaires. OK, et les travaux communautaires, c'est toujours relié à cette histoire de contravention? Ben c'est ça, c'était pour payer la contravention, oui. Ça n'a pas de sens là, parce que cette femme-là, elle a essayé, elle a tenté toutes les possibilités pour arriver à en sortir, pour expliquer aux gens que c'était un moyen. Elle n'a pas commis un crime, hein, c'est pas un accès de vitesse, c'est quoi que ce soit. Elle s'exprime très très bien et elle essaie de s'en sortir, mais malheureusement elle n'arrive pas. Et mais il n'y a personne dans le système qui est capable d'y aider. Oui, oui. Tu sais, on dirait que le système, il shampoo, dit, madame, c'est ça, c'est de la loi, puis c'est de même qu'on fait ça, puis arrange-toi avec tes troubles.
Oui. Mais selon vous, vous la connaissez très bien, cette femme-là, un peu bien, comme vous l'avez dit. Est-ce que cette femme-là, elle est une femme problématique, une femme de problème? Non, je crois pas. Je pourrais dire, je dirais, peut-être excentrique. Et puis, elle croit à la justice, puis elle se bat pour être entendue, puis il n'y a personne qui l'écoute. Parce que quand même, elle a été allée voir des députés. C'est une femme que depuis une année qu'elle est en train de se battre pour ce problème-là, pour on n'arrive pas à comprendre comment, c'est-à-dire, il y a personne qui est sensible à cette réalité. Ça fait 6 mois que je la connais, moi. OK. Et pendant 6 mois. Moi, j'ai déménagé dans le coin ici, là, ça fait 6 mois. Oui. Et puis, je l'ai rencontré dans les premiers mois. Oui. Et elle vous a demandé aussi ce matin aussi elle m'a donné votre numéro de téléphone et c'est bizarre qu'on n'arrive pas à la rejoindre. C'est ça, parce qu'elle m'a demandé un matin, elle m'a averti que vous étiez pour m'appeler. Oui, c'est ça, ce qu'elle m'a donné votre numéro de téléphone. Et de toute façon. Oui. Quand elle m'avait appelé, elle m'a dit, j'ai sauté dans mon auto, j'ai descendu chez eux, moi. Puis j'ai parlé à travers la porte. Oui. Parce qu'ici, elle avait des animaux, puis elle a dit, là, j'ai de la misère avec mes chiens. Mais j'ai dit, les gars, ils essayent de t'appeler là, pour l'émission. Puis j'ai dit, tu réponds pas. Elle a dit, oui, elle dit, je vais répondre. Oui, c'est un peu bizarre. Parce que je sais qu'elle était quand même, c'est une femme qui était révoltée, totalement révoltée. Elle n'arrive pas à comprendre comment on arrive à lui couper, lui enlever son permis de conduire, alors c'est son moyen pour se déplacer. Et c'est pas une personne qui vit dans la ville, hein. C'est une personne qui vit dans le bois, elle est coupée. Alors il faut qu'elle marche. Elle marche combien pour aller chercher, je sais pas, de la nourriture? C'est quoi le village le plus proche d'elle? Le village le plus proche d'elle, c'est à peu près à 3 km. Ah, alors, il faut qu'elle fasse 3 km aller-retour chaque jour pour aller chercher ce qu'elle a besoin pour se nourrir. C'est ça, puis là, voici ses animaux, puis là, ces animaux, il faut qu'elle aille chercher, et comme de la moulée, puis ses chiens, puis tout, puis le monde, il s'en fout. Oui, totalement, c'est ça. Le monde, il s'en fout, puis elle compte son histoire au monde, elle essaie de s'expliquer au monde, puis il dit ce qu'elle pas. Oui, mais j'aimerais bien, on va essayer quand même de tenter de la rejoindre, cette femme-là, parce qu'elle a beaucoup de choses à nous livrer, elle a beaucoup de choses sur le cœur, et elle veut vraiment parler surtout du système, parce qu'elle a quand même essayé de voir des députés, et elle a fait toutes les démarches, mais malheureusement, personne n'a pu l'écouter. Si je prie, ça continue à se battre. Et c'est bizarre aussi, vous le dites bien, elle continue à se battre, elle trouve que c'est injuste, et elle veut juste des personnes qui l'écoutent. Elle me dit un matin, elle dit, je pense que j'ai finalement trouvé un canal qui va m'écouter. Oui, c'est ça. De toute façon, moi, elle m'avait parlé il y a 2 jours qu'elle m'a parlé, qu'elle a insisté justement de venir parler et de partager cette aventure-là, hein, parce que elle demande réellement de l'aide. Écoute, Monsieur Simon, je pense que on va vous laisser. Je te remercie énormément d'avoir témoigné ce matin pour appuyer cette femme-là. On va essayer de la rejoindre, chère auditrice, chère auditeur. Si on arrive à la rejoindre, on va essayer de vous faire entendre son témoignage. Alors, sur ça, je vous demande de rester à l'écoute, demeurer à l'écoute. On va passer une musique et puis on va revenir. À l'écoute, je veux dire, c'est l'appareil téléphonique ou vous allez me rappeler? Non, vous pouvez. On vous dit merci beaucoup, Monsieur Simonon. Okay. Si vous pouvez rejoindre la dame pour qu'elle nous appelle, ça sera bien. Merci. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir y aider. Non, c'est pas grave. Allez, merci bien, Monsieur Simonon. Merci de votre attention, vous devez porter. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Alors, chère auditrice, restez à l'écoute. On va essayer de rejoindre cette femme-là et puis si on arrive à la rejoindre, on va continuer notre émission de ce matin. Au revoir. Bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Finalement, on arrive à rejoindre la personne, Madame Hélène Sénéchal. Elle est avec nous. Bonjour, Madame Sénéchal. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Madame. On a eu de la difficulté à vous rejoindre ce matin. Il y avait un problème? J'étais à l'extérieur là avec les animaux. Puis il y a quelqu'un qui est venu à la porte pour dire que quelqu'un essayé de me rejoindre, mais ça a causé un petit retard sans le vouloir parce que là j'étais vraiment pris à courir après mes bêtes qui ont peur. C'est correct, c'est un petit Madame Sénéchal quand même. C'était organisé justement pour que ça se fasse calmement. Puis mais là il y a quelqu'un qui est venu à la porte, alors c'est pas grave là. Très bien. J'étais occupée à l'extérieur, fait que le temps que je me rende, là, il y a eu un petit free pour all. Excellent. Alors c'est bien. Alors je suis là. Madame Sénéchal, on a quand même essayé de rejoindre, parce qu'on n'a pas pu vous rejoindre, on a reçu Monsieur Gilles Simoneau, oui. Il nous a parlé un petit peu de vous, mais lui, il disait qu'il vous connaissait juste à peine 6 mois, donc il était un petit peu...
ça. Oui, tu es un peu certaine. Je demandais de l'aide sur le bord de la route pour avoir un livre, puis j'étais découragée. Il n'y a pas personne qui arrêtait. Alors, comme c'est une autoroute, exactement. C'était difficile parce qu'à pied avec des animaux, c'est une petite ferme artisanale. Oui. Et puis j'ai 65 ans, puis c'est ça. Vous avez Madame Sénéchal? Je suis isolée. Je demeure sur une autoroute et puis c'est l'enfer, quoi. Depuis ça, là, Madame Sénéchal? Je vous laisse guider un peu pour savoir là où vous voulez que je commence. Oui, mais madame, je suis quelqu'un qui est isolé et vraiment mal pris, puis je me dis, c'est pas drôle pour les aînés, parce que moi, je me calculais même pas une aînée, parce que j'étais venue ici en région, une petite ferme artisanale, un projet de vie, mais je dirais un dernier, en étant positive, un dernier projet de vie, selon mes possibilités. Et j'étais quand même en forme, là. Il y avait un petit quelque chose que je voulais régler, mais comme je faisais du tai chi, en tout cas, je m'occupais bien de moi. Je savais très bien que j'avais aucun problème. J'avais communiqué avec des gens au ministère de l'Agriculture. On m'avait parlé des animaux qui m'intéressaient, des alpagas. C'était un projet, là. J'avais même pris un numéro d'entreprise exprès parce qu'il y avait quand même des achats qu'il fallait que je fasse. Oui, mais madame. je ne suis pas rendue là. 15 jours après mon arrivée dans les Hauts-de-Laurentides vers le 26 décembre 2012, je me suis fait frapper à l'arrière du véhicule. Je suis fait rentrer dedans, comme on dit, là, sur la 117, en retournant de faire mes commissions, et je savais le trajet un peu, je l'avais bien calqué par cœur, parce que dans le temps, je savais même pas exactement où était l'hôpital. Exemple, là, je vous dis, là, je savais pas... Madame Sénéchal, est-ce que vous m'écoutez? En passant par l'Albarette pour retourner sur la 311, parce que je demeure sur la 311, moi. Oui. Alors, Madame Sénéchal, a bouleversé ma vie, mais j'aurais jamais pensé, je pense jamais que ça peut arriver comme ça, là. Fait que 15 jours à peine après l'accident, le 18 janvier 2013, une date que je vais retenir jusqu'à ma mort, je pense, là, c'est sûr. Parce que j'ai pas eu d'aide de la SAC. Au contraire, là, c'est vraiment tu demandes de l'aide, tu as l'impression qu'ils s'en viennent avec la charrue pour t'enterrer, parce qu'il y a une main qui sort là, pour dire hey, je veux de l'aide. Puis c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est pas des farces. Puis je me dis, il doit y en avoir d'autres qui vivent ça, parce que moi Allô, Madame Sénéchal? Allô? Je pense que Madame, elle m'écoute, elle n'arrive pas. Je pense un problème technique. On va essayer de régler ce problème-là. Allô, bonjour? Bonjour, Madame Sénéchal. Allô, Madame? Oui. J'aimerais bien vous m'écouter un petit peu pour qu'on puisse savoir. Vous avez 65 ans, madame. Vous vivez un petit peu dans le bois. Vous êtes complètement coupé d'extérieur. Vous avez perdu votre voiture et vous perdez votre permis de conduire. Madame Sénéchal. Madame Sénéchal, vous avez perdu votre permis de conduire et voulez-vous nous expliquer maintenant? Je sais que vous, pour se déplacer de chez vous, vous allez faire 3 kilomètres à peu près pour aller chercher vos affaires et revenir. Et c'est l'hiver. Vous êtes malade. Oh non, bien plus que ça, là. Plus que ça. Moi, je suis à 1h15 de la ville la plus proche et le garage le garage et l'épicerie qui est ouverte seulement depuis récemment, là, en fin d'automne, c'est quand même à plus qu'1,5 mille, là. Oui, OK. Il y en a qui me disent, moi, je marche beaucoup, mais ce qu'ils savent pas, c'est que j'ai été obligée de faire du pouce à un moment donné, puis j'ai failli me faire tuer. Oui. Et puis, le chef de la Sûreté du Québec, qui s'appelle Danny Reil, il est au courant, je lui ai parlé, puis tout ce qu'il réussit à me dire, les lois, vous savez, je suis très empathique. Mais l'empathie, là, pour tout le monde qui m'écoute, l'empathie, c'est bien beau, mais l'empathie, tu ne sors pas d'une situation quand tu demandes de l'aide, surtout que la personne dit, le remisage de la voiture, c'est pas grave. J'ai dit, c'est 20 $ par jour, j'aurais pas les moyens, puis la voiture m'a été léguée par procuration, puis là, j'étais pris avec une Madame Sénéchal, c'est moi qui devais payer plus que 3 000 $ de réparation, c'était rendu ma voiture, mais j'étais pris, là. C'était comme piégé d'après la fille qui s'occupait des permis de conduire. Et voilà. Puis j'avais beau me présenter, j'ai dit, pouvez-vous vous arranger, vous j'ai mon permis de conduire, j'ai des blessures, puis pourquoi qu'ils l'ont enlevé? Voilà, c'est parce que j'avais des blessures. On a un vrai exemple là de la dépression. Madame Sénéchal, est-ce que vous m'écoutez? Oui. S'il vous plaît, madame, essayez de suivre un petit peu. Je vous poserai des questions, réponds-moi. Je veux savoir maintenant, vous avez 65 ans, on a bien compris. Vous êtes malade, vous êtes coupé un petit peu du monde de l'extérieur, parce que vous vivez avec vos animaux, c'est ce que vous avez. Et j'ai pas toujours eu un téléphone, hein. Oui, c'est parfait. Maintenant, madame, revenons un petit peu au problème, là, pardon. Oui. Alors, vous avez stationné votre voiture devant sur la route et vous recevez une infraction. Oui,
Ça, c'est avant que je quitte. Moi, je suis déménagée vers le 26 décembre 2012. Hein? Ouais. Alors, avant de déménager, tu sais, on a une vie où est-ce qu'on est, là, c'est sûr. Ouais. Alors, moi, où je demeurais, j'avais une voiture, là. J'avais pas la voiture que j'ai pu maintenant, là. Oui. Et j'avais une Subaru. Oui, mais madame, vous l'avez, nous, on s'en fiche de la genre de la voiture, mais tout ce qu'on veut savoir, vous l'avez stationnée. Elle a été stationnée devant chez moi. C'est ça. Après, m'être fait frapper sur le métropolitain. OK. Elle a été stationnée, mais elle était défectueuse, c'est ça? Et vous recevez une infraction. Elle ne gardait pas sa charge pour des raisons. Oui. Elle avait vraiment un problème, là. Je me suis fait comme coincer sur le bord. Alors, elle ne gardait pas sa charge. Donc, je l'ai soulevé, même que le gars de la sûreté qui était là me l'a dit. Vous avez retiré parce qu'elle n'a pas l'air à vouloir repartir la voiture. Ça peut être important que vous le disiez. Je l'ai dit à la compagnie d'assurance parce qu'ils m'ont dit, choisissez un de nos garages et vous avez plus de garantie. C'est ce que j'ai fait, puis je l'ai regretté. C'était une auto fixe, puis le gars, il m'a dit, oui, on fait la mécanique. Madame Sénéchal, allô? C'était même pas terminé. Bref, elle ne regardait pas sa charge. Elle est restée devant chez moi à un moment donné. Okay. Et j'ai dit, non. J'ai dit, là, elle repart pas. Ouais. Et j'ai averti pour avoir un coupon de courtoisie parce que à la municipalité, on peut, quand c'est notre voiture, on peut même demander pour la visite Madame des Sénéchal. coupons de courtoisie. Allô, je vous écoute, madame. Madame, je vous coupe, madame. Madame. Je sais pas encore quel garage. Je pense que c'est pas un garage recommandé. Je vais en prendre un que je suis sûr qu'ils vont regarder c'est quoi le problème parce que j'ai besoin de m'en servir. Et j'ai pas pu m'en servir. Ils n'ont pas réglé le problème. Puis le gars m'a donné une contravention. Voilà, madame. C'est bon. Madame, c'est très bien. Écoutez-moi, s'il vous plaît, madame. Alors, je comprends votre révolte, je comprends, madame, votre dépression, je comprends le sujet, mais s'il vous plaît, laissez-moi je vous poser des questions. Réponds-moi aux questions que je vous pose. Okay. Vous avez reçu une première contravention parce que la voiture, elle démarre pas. Hein, elle avait un problème, elle démarre pas. Et quand le lendemain, vous avez reçu une deuxième contravention et vous avez signalé à l'agent comme quoi la voiture, elle ne démarre pas. Oui, il faut faire attention parce que quand vous dites j'ai reçu une contravention parce qu'elle démarre pas, c'est pas vrai là. Okay. Il m'a donné une contravention parce que le panneau indiquait de ne pas laisser la voiture entre telle heure et telle heure. Okay. Il faisait des marques de quai pour nous autres, des citoyens, pour éviter l'abus de ceux qui travaillent, qui laissent leur véhicule. Moi, c'était pas le cas, c'était mon véhicule. Les autorités m'ont dit non, c'est votre véhicule, vous n'avez pas à vous en faire, vous n'avez pas besoin de coupons de courtoisie. J'ai signalé que c'était ma voiture, puis qu'elle démarrait pas. Vous avez raison. Le lendemain, mais il se représente. Il m'en donne une deuxième. Je lui ai redit, elle ne démarre pas, elle n'a pas bougé. Il dit, elle bouge pas, c'est pas un problème. Avec un petit sourire, il dit, on arrange ça. Mais je savais pas, j'avais peur qu'il la fasse envoyer à la fourrière. Puis il me donne le deuxième ticket et il fait la même chose une troisième fois. Et là, la troisième fois, les bras m'ont tombé. J'ai dit, je vous ai dit qu'elle bougeait pas. Il m'a ignoré, il dit, c'est pas content de vous contester. Je suis pas trop Madame Sénéchal. Là, j'ai pris ça, je suis rentrée à l'intérieur, j'en tremblais. Je regarde voir si c'est bien mon numéro de la voiture, là, tout le kit, mais je remarque avec surprise, j'ai dit, vas-tu l'envoyer à fourrière? Je voyais rien à propos de fourrière, mais j'ai remarqué que les 3 adresses étaient différentes. J'ai dit, voyons, ça se peut pas. Il dit qu'elle se déplace pas, puis ça s'arrange. Alors, il a changé les adresses. C'est pour ça qu'il s'étirait, je savais pas pourquoi. Il s'étirait, alors il a regardé l'adresse, puis il a fait quelques pas, et là, je comprends pourquoi. Il a marqué 3 adresses successives, comme pour montrer que non seulement j'avais laissé le véhicule, mais que j'étais fautive parce que c'est un véhicule qui se déplaçait. Autrement dit, que j'aurais pu mettre dans l'entrée. C'était pas le cas. C'était une 4 roues motrices, puis je dois dire que c'était un petit problème parce que la CA m'avait déjà dépanné 2 fois. Puis j'ai encore le truc du métropolitain ici, là, le papier, l'étiquette qu'il te donne sur le métropolitain. Puis après ça, c'est la CA qui a pris la relève. Mais madame, j'ai dit en attendant qu'il y ait un garage, mettez-la devant chez moi. Mais là, c'est quand même après, parce que j'avais pas trouvé un garage. Ça s'est jamais réglé et je l'ai même pas récupéré, la voiture encore. Mais c'était pour vous dire que cet événement-là a été tragique pour moi parce que l'élément déclencheur du 18 janvier 2016, qui est l'accident, a fait que moi, j'ai continué mes démarches, mais à distance. J'étais allée à Accès Montréal parce que je suis une citoyenne qui s'occupe de ça. Là. J'oublie pas ça. Je refuse pas de payer. Et s'il y a une contestation, ça, c'était très abusif. Et Accès Montréal, sur Côte-des-Neiges, il m'avait même dit, puis j'ai dit, je vais probablement déménager. Je me cherchais une place à campagne. Comme vous pouvez voir, c'est ce que j'ai fini par trouver. Là. Mais je suis ici, sauf que l'accident a fait que
à cause des blessures aux deux mains et aux côtes qui ont été augmentées, là, parce que les côtes consolidaient moins bien. Et je suis dure pour mon corps parce que, tu vois, c'est moi qui ai dit j'ai encore des douleurs, il se passe de quoi avant de déménager. Alors, on m'avait dit faites un scan de contrôle parce que j'étais dure pour mon corps. Je savais même pas, là, mais je savais qu'il y avait un problème pour me dire que c'était un virus. Bref, tout ça a augmenté. 2 grosses blessures aux mains. J'ai passé un examen le 17 décembre. J'ai eu aucun soin, juste cet examen-là. Et la neurologue a dit, c'est dommage que je vous vois juste maintenant. J'ai une neuropathie bilatérale, les 2 mains, et ça c'est important, là, a été voir dans les muscles. Et effectivement, la main gauche, c'est déformé, ça me fait mal. C'est encore enflé, je peux même pas porter un orthèse. J'ai des frais d'orthèse d'un certificat médical, des frais de tout ça. Rien a été remboursé. Madame Sénéchal. Et j'en suis au stade, là, puis plus ça va, plus c'est long. C'est ce que les avocats me disaient. Et comme ils ont suspendu mon permis de conduire à cause de ça. Voilà. Parce qu'à Montréal, allô. Là, vous me posez pas de questions, là, parce que je vous entends pas. Madame, s'il vous plaît, madame. Madame, oui, c'est pas je suis là, c'est que vous n'êtes pas là. OK, excusez. J'avais peur de pantoufler. Madame, allô. J'ai téléphoné parce que c'était, quand je suis allée à côté Madame, voulez-vous m'écouter, madame? Je pense une contravention qui avait été faite 3 fois dans le fond, hein. Oui. C'était 3 fois, 3 dates différentes, mais avec abus. Parce que vraisemblablement, Attends une seconde, parce que je pense qu'il y a un problème de son téléphone. Elle m'écoute pas, la dame. Donc, c'est ça, je pense qu'elle n'arrive pas à m'écouter, là. Et on va essayer de rétablir un petit peu la ligne avec elle. Moi, je l'entends très très bien, mais elle, je pense, elle ne m'entend pas. Alors, on va essayer de rétablir la ligne, parce que quand même, c'est troublant, son témoignage, cette femme-là. Oui, allô? Oui. Madame Sénéchal, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Madame, s'il vous plaît, essayez parce que là, j'essaie de vous arrêter, mais vous n'arrêtez pas. Madame Sénéchal, s'il vous plaît, Madame Sénéchal, je comprends un petit peu la situation. Plus court. Non, je veux savoir, revenons, parce que les gens qui vous écoutent ce matin, et ce qui est important ce matin d'écouter, c'est que les contraventions, c'est ça le déclencheur de tous votre problème, c'est que l'agent, il a mis 3 contraventions avec 3 adresses différentes, alors que la voiture n'a jamais bougé de son endroit. Est-ce que c'est exact? Exact. Oui, c'est ça. Exact. Et c'est ça qui vous a, finalement, c'est ça qui vous a complètement bouleversé, parce que c'est abusif. Ce n'était pas vrai. Ben, c'est sûr que les blessures, l'accident, c'est l'élément déclencheur. C'est pas le blessure. Si les gens avaient été corrects à la municipalité, quand j'ai appelé, parce qu'on appelle 2964, là, puis là, j'ai appelé, puis il y a un Steve, il y a des gens qui sont corrects. Il y en a un qui s'appelle Steve, j'avais marqué son nom, j'avais photocopié quelques informations médicales pour informer du fait qu'on voulait que je fasse une demande de rétractation, parce que une des contraventions, parce qu'il fallait que j'attende qu'elles passent chacune leur tour, les faire mettre ensemble pour passer une date à la cour. Mais c'est pas comme ça que la machine fonctionnait. Oui. Ils ont sorti une première date pour 18 février 2013 à laquelle je ne pouvais pas être présente, comprenez-vous? Oui. Et quand j'ai avisé Steve, j'ai envoyé des fax, il m'a dit probablement qu'il n'y aura pas de problème parce que vous avez des raisons médicales, puis vous ne pourrez pas être présente, puis vous avisez en plus. Oui. Mais j'ai dit, j'apprécie beaucoup, mais j'ai dit, il y en a 3 comme ça. J'ai dit, je voulais qu'on les regroupe et qu'on les mette à une date ultérieure. Alors, c'est le message que j'ai envoyé. Okay. Il y a un fonctionnaire qui est passé en arrière. Puis, à un moment donné, j'ai parlé, puis j'ai pas pu savoir c'était qui. Il était arrogant. Je lui ai dit, j'ai eu des blessures. Il dit, ici, à la course, des problèmes de santé, c'est pas notre problème. Après ça, j'ai dit, écoutez, j'ai peur que vous me fassiez des problèmes. J'ai besoin de mon véhicule. Mon véhicule, je vais me chercher du foin pour les animaux. Je vais me chercher des poches de moulée, des choses que tu peux pas faire. Puis j'ai dit, je suis comme dans le bois. L'expression que j'ai donnée, là, c'est l'expression québécoise. Je reste dans le bois ici. Il n'y a pas de trottoir. Je reste sur une autoroute. Je suis à 1 000 et demi de tout. Il n'y avait pas d'épicerie. À un moment donné, en tout cas, c'était épouvantable. Je me suis retrouvée sans téléphone. Bref, il m'a dit, si tu restes dans le bois, sors du bois. Il dit, si t'es pas à la cour, telle date, tu seras pris en défaut, quelque chose comme ça, puis ça a été final bâton. Ouais. J'ai dit, voyons donc, j'ai jamais pu revirer cette machine-là, et la SAC a reçu de cette personne-là, probablement, de quoi je payais pas. Donc, les contestations, moi, mon droit là, de liberté d'expression, d'aller dire au juge ce qui s'est passé, c'était mon droit fondamental, et on me l'a enlevé avec une discrimination pour les blessures que j'avais en plus. Ouais. Et je lui ai dit, alors le SAC a reçu ça, et c'est là que la SAC a fait 2 couloirs, un couloir d'accidenté qui s'occupait pas, et un couloir où j'ai été vraiment acharnée, accablée.
Oui. Accablé jusqu'au bout, là. Oui, mais Madame Sénéchal, maintenant, voulez-vous nous dire, Sénéchal, voulez-vous m'expliquer maintenant, qu'est-ce que les démarches vous avez fait? Est-ce que vous avez contacté des élus? Vous avez contacté... Absolument, oui. Absolument, oui. À tous les niveaux. À tous les niveaux? À tous les niveaux, à plusieurs reprises. Puis des fois, je me dis, faut pas se décourager, parce que même en appelant à un endroit, des fois, il y a quelqu'un comme M. Boisvenu, le sénateur, oui. Des victimes. J'avais appelé, ça fait plus que 6 mois, et ça m'a découragée parce que c'est une madame qui avait pris les informations, et puis elle m'est pas revenue. J'ai essayé de contacter, puis là, j'ai pris un peu de courage, puis j'ai dit, Hélène, rappelle, parce que personne veut écouter, personne veut entendre. Oui. Puis tu vois, même le chef, là, Daniel, de la Sûreté du Québec, te faire dire qu'ils ont de l'empathie. De l'empathie, ça t'avance pas nulle part. Hein? Oui, puis pendant ce temps-là, il peut même te caler, c'est ce qu'il a fait. Alors, bref, les gens peuvent être aidants, mais non. Alors là, il y a un monsieur qui m'a fait vous contacter. Alors, je pense que oui, il faut garder du courage. Mais au niveau de monsieur Pagé, parce que c'est lui qui a été réélu, le péquiste, là, dans le coin, j'ai pas le choix. On me dit que c'est mon député. Alors, entre lui, la protection du citoyen, je peux dire que c'est 3 gros zéros, parce que si j'étais quelqu'un pour me décourager facilement, là, ben, ça fait bien longtemps que je serais plus là. Je vous le dis, là. Parce que la protection du citoyen, il n'y a pas si longtemps, j'ai encore rappelé, il y en a une que le nom Aline figure, là, parce que là, j'étais tannée, même si c'est écrit, il s'occupe pas de toi. La femme qui a répondu la dernière, elle m'a même dit, dans les 72 heures, on vous rappelle. Puis là, j'ai dit pour le permis de conduire, parce que là, c'était l'accident de voiture, j'ai dit, j'ai pas d'avocat, je suis à pied. Normalement, il faudrait que j'aille courir à Saint-Jérôme en voiture. Puis là, je peux pas. Alors, j'étais vraiment découragée. Elle m'a dit, c'est un autre dossier, le permis de conduire. Et j'ai rappelé à plusieurs reprises. Et on ne m'a pas rappelé. Puis on m'a même niaisé au tout début, il y a longtemps. Là, Madame Sénéchal? Allez voir votre député. Le député m'a dit, allez voir la protection du citoyen. Alors, 3 gros zéros. Oui, Madame Sénéchal, vous avez quand même, vous avez bien expliqué à tous ces gens-là que vous avez tenté de vous avez rencontré plutôt, et vous avez expliqué votre âge, vous avez 65 ans, vous êtes malade, vous êtes un peu isolé dans le bois. Au moment de l'accident, imaginez, oui. J'ai tourné 64 après, et le temps passe. Oui, vous avez 65 ans quand même, vous êtes toujours dans cet endroit-là, et vous n'avez pas votre voiture pour se déplacer, vous n'avez pas commis de crime, accès de vitesse ou en état d'ébriété. Absolument pas du tout. Même l'odieux de tout ça, c'est que quand je suis allée à la SAC, suite à tout ça, à un moment donné, j'ai dit, je suis plus capable, personne me donne de l'aide. J'ai dit, pour des contraventions qui sont très, très abusives, parce que j'ai dit, normalement, je devrais pas avoir ces problèmes-là. J'ai avisé qu'on me donne une date ultérieure, puis ça va se régler. Ben oui. On n'a pas voulu. Alors, un accommodement raisonnable, j'en ai jamais eu. C'était pas possible. Puis j'ai demandé de l'aide à tous les niveaux. C'était pas possible non plus. Mais Madame Sénéchal, c'est vraiment décourageant quelque part, là. Mais même au départ, l'agent qui vous a mis les contraventions, il a pu, quand vous avez expliqué comme quoi la voiture elle démarre pas et tout, il a pu être un petit peu compréhensif et puis c'est pas supposé de mettre même des contraventions. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes avec des robots, hein? C'est la machine est devenue comme un robot. Puis souvent, plusieurs années après, là, t'appelles puis tu dis, tiens donc, c'est qui ce monsieur-là qui avait le matricule 178? Oui. Il travaille plus là. Puis, et puis là, quand j'ai appelé, en plus, celle qui a eu le poste, c'est l'épouse de l'ancien libéral qui s'occupait du parti politique à l'époque. Fait que c'est pour te dire, là, il n'y a rien à faire, là. Il n'y a rien à faire contre ces gens-là, là. Il n'y a rien à faire. Madame Sénéchal, vous êtes révoltée contre le système, contre les services c'est normal, là. Oui. Moi, déjà que j'avais essayé de dénoncer la municipalité à l'époque à la commission Charbonneau. Oui. Et, étant donné que c'est des gens importants, ils veulent dire que c'est une ville exemplaire, là. Oui, oui. Exemplaire, où pourtant la corruption règne tellement que l'avocat de la ville, il devient juge en 78, puis il est juge coordonnateur. C'est lui qui décide quel juge à la Cour supérieure que tu vas voir. Fait qu'est-ce que tu veux faire comme citoyen? Tu as des menaces à un moment donné, puis tu te fais tasser dans le coin. Puis là, quand j'ai appelé à la greffe, puis j'ai vu que c'était la madame qui me répondait, qui était l'épouse, je lui ai dit, là, j'ai fermé la ligne, puis j'ai dit, après avoir dit merci, parce que je réussissais pas à savoir le nom, puis elle disait, il faut appeler au service à la clientèle. Alors, j'ai tout compris, là. Puis pourtant, c'est le greffier en charge de la municipalité, qui s'appelle Alexandre Verdi, qui était occupé ailleurs, ou je sais pas trop quoi. Alors, quand des gens importants obtiennent des postes, puis toi, t'es tout petit, puis tu te fais menacer, puis
tu as des problèmes, puis qu'on te dit, on va faire de ta vie un enfer pire que la mort, on comprend que la commission Charbonneau va peut-être t'envoyer un comptable là, qui s'appelle Simon Quentin, parce que j'ai très bonne mémoire, et puis il questionne, puis il demande, puis la municipalité, puis le nom de l'ingénieur qui était là à l'époque de la construction, parce que c'était une affaire de construction, là, puis de contrats donnés à des gens qui étaient reliés à la mafia, les Risotto et tout. Alors moi, je me suis fait tasser dans le coin, puis on voulait donc pas que les gens sachent qu'à l'époque, au lieu de mettre des gars de sécurité dans un building en construction qui devenait un gros Urgel-Bourget à Villemont-Royal, à la place Beaumont, là, ben ils ont mis des animaux vivants lorsqu'ils nettoyaient le béton à l'acide pour que le fameux bâtiment passe pour un bâtiment neuf. Toutes des patentes là, qu'ils organisent entre eux autres. Madame Sénéchal? On a ce gouvernement-là en ce moment. Fait que ce soit les péquistes ou les libéraux au pouvoir, j'ai demandé de l'aide à l'époque et j'en ai pas eu. J'appelais à l'Assemblée nationale et il y a une certaine Linda qui me répondait, qui me laissait faire un appel. J'avais même pas de carte d'appel, j'avais même pas un sou. Madame Sénéchal? J'ai pas eu d'aide. Oui, Madame Sénéchal, juste pour dire, pour finir avec vous, là, c'est votre témoignage. Je sais que Monsieur Gilles Simoneau, qui vous connaissez depuis 6 mois, il parlait de vous comme quoi vous êtes une personne qui a pas lâché prise. Vous continuez votre combat et tout. Et à un moment donné, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas vraiment épuisé. Oui, je vous assure que tout à l'heure, quand j'essayais de rapailler, comme on dit, les animaux, parce qu'il fait très froid, c'est pour ça que ça m'a causé un petit retard. Il fait très froid, fait que je voulais être sûre que. Reparlez-moi, Madame, de votre combat là. Est-ce que vous allez à un moment donné arrêter? Quand même, vu votre âge et la situation, vous allez continuer à votre âge, c'est un petit peu difficile. Ma serviette parce que je me dis ça serait trop facile pour eux autres parce que ce que vous savez pas en plus, c'est que j'ai parlé à 2 personnes importantes à la SAC sans le vouloir, j'appelais pour voir s'il y a quelqu'un qui pourrait faire quelque chose parce que là, imaginez-vous donc que l'officier que je vous dis dans Mirel, c'est un de ses officiers, lui il est pas officier, il est capitaine. Un de ses officiers, comme moi je suis à pied ici, imaginez quand ils ont menacé de suspendre mon permis de conduire au juillet 2013, c'était quelques mois à peine après l'accident. Tu t'imagines, j'avais des poches de moulée à aller chercher à la coop. J'ai des enveloppes de coop devant moi, je suis membre. Donc, on a une petite ferme artisanale, mais c'est pas des employés, une petite ferme artisanale, là. En ce moment, là, c'est un cheval, des poules, quelques chiens pour protéger le fameux petit troupeau, ou pas de troupeau, mais quelques petits alpagas que je voulais acheter. C'est à titre de projet. Ça s'est tout arrêté à l'accident. Comprends-tu? Voilà. Très bien, madame. J'essaie de garder la tête haute pour me battre parce que normalement, j'aurais travaillé à temps partiel. Soit comme infirmière ou soit comme massothérapeute. Mais là, si vous voyez mes mains, je comprends. juste avec l'examen que j'ai passé, je devais avoir une injection, une infiltration pour la douleur. À l'Écomédic à Laval. Et ça, le médecin, j'ai obligé de me battre pour voir des médecins. J'avais pas de médecin. Puis encore là, quand une fois que tu as la main bien enflée, puis tu lui dis après, Madame, voulez-vous m'écrire une petite note? Vous avez vu ma main, comment est-ce qu'elle est? Vous l'avez vu, même à l'époque. Et tout le kit, les gens, là, même celle qui a rédigé mon document, je ne pouvais pas rédiger le document pour la SAC. C'est-tu assez clair que je ne pouvais pas écrire? Alors, Madame Hélène, ces gens-là, ils vont dire, je suis pas médecin ou, tu sais. Madame Sénéchal, j'aimerais bien, je vous reste quelques secondes. Je vous laisse 2 phrases. Qu'est-ce que les gens qui vous écoutent ce matin, est-ce que vous avez un message à leur passer? Absolument. 2 phrases. Peut-être qu'il faut se battre. Il faut peut-être pas perdre espoir qu'une personne, ça en prend une pour t'aider, mais ça n'en prend rien qu'une pour te nuire. Alors, il faut rester courageux. Très bien dit, madame. Parce que la personne qui te nuit essaie vraiment de te caler. Là, ce qu'ils ont fait avec le véhicule qui est remisé. Madame Sénéchal, je vous remercie énormément. Madame. Il a pris le véhicule parce que comme j'ai failli me faire tuer en faisant du pouce, Madame Sénéchal, je me suis vraiment magané. Madame Sénéchal, merci, c'est le temps. Quand je marche, il n'y a pas de trottoir. Je peux pas faire un nuit. Alors, je faisais du pouce. Madame Sénéchal, alors merci, chère auditrice, vous voyez, c'est exactement ça, c'est le modèle vraiment des citoyens qui ne peuvent plus. Alors vous voyez, si on reproche, si on dit à 3 à 4 personnes qui suicident par jour, c'est pas pour rien, hein, donc vous comprenez, et même à l'origine, il s'agit vraiment d'une injustice, et vous avez entendu le témoignage de cette personne-là. Alors sur ça, chère auditrice, chers auditeurs, j'aimerais bien juste remercier Miguel qui a veillé sur le son ce matin, et je remercie aussi le témoignage de cette dame-là, Hélène Sénéchal, ainsi que son collègue Gilles Simoneau. Sur ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.